Voilà, donc nous passons à la deuxième intervention de cet après-midi. Nous recevons Yann Lebossé, qui est psychosociologue, professeur à l'Université Laval à Québec. Il est une référence, j'oserais dire, incontournable pour ce qui est du concept de pouvoir d'agir, dont on peut suspecter que c'est une francisation du concept américain d'empowerment. Ce concept de pouvoir d'agir, Yann Lebossé le définit comme une façon de reprendre sa vie en main, d'être acteur sur ce qui est important pour soi. Il s'agit, si l'on veut, de dépasser la souffrance liée à l'impuissance de retrouver l'intégrité de soi-même, à l'impuissance de retrouver l'intégrité de soi-même. Et on peut se demander, justement, si retrouver l'intégrité de soi-même, c'est une déclinaison peut-être aussi de cette injonction à être soi-même qui fait florès aujourd'hui, ou si c'est véritablement, comme ça a été dit dans l'intervention précédente, une exigence de reconnaissance plus grande et d'autonomie plus grande des personnes accompagnées. Monsieur Lebossé, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Vous m'entendez bien là? Alors déjà, vous allez me voir marcher de long en large dans la scène parce que j'ai une entorse lombaire, ce qui donne ma silhouette élancée. Le pouvoir d'agir n'existe pas. C'est un concept. C'est une notion, c'est une façon de capturer un processus. Se demander ce que c'est le pouvoir d'agir, c'est comme se demander ce que c'est qu'une fée. C'est-à-dire c'est un concept, c'est une notion. C'est ce qu'on veut. Par contre, ça décrit un processus. Ça permet aussi de faire la distinction avec la notion d'empowerment. Parce que, comme l'a bien montré Emmanuel Boucher tout à l'heure, la notion d'empowerment couvre à la fois, en anglais, l'idée de pouvoir d'agir et l'idée de devoir d'agir. La logique libérale est une logique de devoir d'agir, c'est-à-dire de mise en demeure d'agir. On n'utilise pas la notion de carence dans l'approche pouvoir d'agir, parce que la notion de carence se réfère à l'hypothèse de carence, c'est-à-dire à l'idée qu'il vous manque quelque chose, que vous en êtes réparé. Et on part du principe que si on vous comble la carence, par des compétences parentales, par des techniques d'éducation, vous n'aurez plus de problème. Ça ne se vérifie pas. On utilise la notion du défi à relever, plutôt. C'est-à-dire, l'avantage du défi à relever, c'est que c'est un défi qui doit être négocié avec la personne concernée. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la notion de pouvoir d'agir. C'est qu'elle réfère à quelque chose de très concret qui est important pour la personne, ses proches ou la collectivité à laquelle elle s'identifie, la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour qu'une personne fasse quelque chose. Bien que je sais que vous êtes dans un cadre d'autorité, vous avez un mandat à respecter, des prérogatives. Vous êtes là pour que dans le cadre de votre mandat, la personne puisse avancer dans la direction de ce qui est important pour elle, avec des conditions que vous pouvez exposer préalablement de n'importe quelle manière. Vous êtes là pour assumer une certaine sécurité de l'enfant, vous assurer qu'il n'est pas en danger, et vous avez un espace de négociation pour que la personne avance dans la même direction. Mais à partir de ce qui est important pour elle. C'est vraiment le déterminant majeur de la notion de pouvoir d'agir, c'est qu'elle part du principe qu'une personne n'avancera sur son chemin que dans la mesure où elle avance sur ce qui est important pour elle. Et ce n'est pas si facile que ça à faire, parce que souvent les personnes qui ont eu assumé beaucoup d'échecs ne savent plus ce qui est important pour eux. Ou reprennent le langage quotidien des professionnels, s'expriment dans le langage du professionnel. Il va dire ce qu'il pense que le professionnel veut entendre. C'est pour ça qu'on dit que le premier pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de se nommer, d'utiliser ces mots pour se dire. Et ce n'est pas si simple que ça. Avant de présenter le diaporama, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette démarche, qui remonte à il y a 20 ans, 25 ans. En 90, donc ça fait 22 ans. 32 ans. 32 ans. Oh mon Dieu.
En 90, j'ai commencé mon doctorat avec la question simple et pourtant très troublante, qu'est-ce qu'aider? Qu'est-ce qu'être un aidant? J'étais en psycho et on me disait, vous êtes des aidants professionnels. Je trouvais ça culotté. Comment est-ce qu'on sait qu'on a aidé? Comment est-ce qu'on sait qu'on est aidant? Et c'est tellement compliqué que lorsqu'on pense que l'autre nous dit qu'on a été aidé, qu'on l'a aidé, c'est pas forcément une bonne affaire. Parce que s'il s'est trouvé aidé alors qu'on voulait au contraire le remettre en question, on n'a peut-être pas atteint notre objectif. Si on a l'impression qu'on l'a aidé, qu'on vérifie auprès de lui, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ce qu'il a vécu. Donc, qu'est-ce que c'est aider? Et quand on pose cette question, qu'est-ce que c'est aider, on arrive à l'aspect philosophique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est que ces professions où on est payé pour aider les autres? Et où, en fait, souvent, ça ressemble à des situations pas très aidantes. On va même plus loin. En 90, j'ai fait l'analyse assez exhaustive à l'époque de la littérature sur la question des pratiques sociales. Et on devait constater que, de façon globale, les pratiques sociales étaient parfois délétères. Elles étaient iatrogènes, c'est-à-dire qu'elles étaient comme les médicaments qu'on vous donne qui vous rendent plus malade que la maladie que vous avez. Et que ces pratiques sociales iatrogènes étaient des effets structurels. La façon dont les ressources sont distribuées dans la population et dans la société génère des problèmes sociaux. Donc la première des choses qu'on a constatées, c'est que les problèmes sociaux sont structurels. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Emmanuel a dit tout à l'heure. Les problèmes sociaux sont structurels. C'est-à-dire que la façon dont on gère la société, dont on distribue les ressources, engendre des problèmes sociaux. Sauf que c'est le début de la phrase. Les problèmes sociaux sont structurels, mais leurs effets sont personnels. Leurs impacts sont personnels. Personne ne vit les impacts d'une situation de la même manière. Et c'est pour ça qu'on est contraint d'envisager des deux côtés à chaque fois, l'aspect structurel et l'aspect personnel. Oui, il faut agir pour modifier les rapports de pouvoir, mais pas au prix d'un sacrifice de soi, pas au prix du fait d'aller plus mal. Et quand on constate que certaines personnes s'investissent dans le militantisme à fond et vont pas mieux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc comment faire en sorte de travailler en même temps sur le structurel et sur le personnel, sur l'épanouissement personnel? Il fallait trouver un concept, une façon de développer une approche duelle. On a commencé par expérimenter avec des volontaires, il y a je ne sais plus combien d'années maintenant, parce que je viens de m'apercevoir que ça fait 32 ans que j'ai commencé. On a expérimenté des façons d'intervenir, parce que ce qui nous semblait important, c'était qu'il ne fallait pas simplement en faire un slogan. Le pouvoir d'agir, aujourd'hui, est utilisé à tort et à travers. C'est pour ça que moi, je ne parle que de l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. C'est long, ça se dit plutôt DPAPC. Mais ça, c'est complètement différent. C'est une façon d'en faire. En France, en Europe, et encore en Amérique du Nord, on en parle beaucoup, on en fait peu. Ce qu'on a voulu faire, c'était développer une façon concrète d'en faire au quotidien, de changer nos pratiques. Mais pas de les changer sur une base d'injonction où on nous dirait « vos pratiques ne sont pas bonnes », mais de repasser les pratiques à la lumière de notre regard critique et nous demander si nos pratiques méritent d'être ajustées, avec un cadre que je vais vous présenter. La conception qu'on a des intervenants, des travailleurs sociaux, ce sont des artisans créateurs. Des artisans au sens où ils composent avec des civilisations singulières et créateurs au sens où vous inventez en permanence des solutions complètement concrètes, fabriquées de briques et de broc, mais totalement ajustées. Vous avez une expertise du contexte et de la créativité qui vous permet d'inventer en permanence des solutions, dans la mesure du possible, et de faire en sorte que ces solutions passent dans les formulaires. Le gestionnaire fait en sorte de croire que vous appliquez rigoureusement le formulaire.
Mais tout le monde sait que ce n'est pas possible, que vous feriez des choses qui n'auraient pas de sens. Mais il faut que les colonnes soient remplies. Donc c'est un compromis de négociation tacite. L'idée était de vous mettre à disposition une façon de vous positionner, mais ce n'est pas un outil. L'approche que je vous présenter ne vous donne pas d'outils. Vous en avez déjà bien assez, vous en avez déjà inventé par vous-même et vous avez tout ce qu'il faut dans la boîte à outils. Non, nous on s'intéresse plutôt à l'ouvrier. En lui demandant, et si tu t'y prenais comme ça, est-ce que ça irait mieux? Et on a testé ça. On a testé ça pendant 15 ans. Enfin, un peu plus 5 ans apparemment. On est allé voir dans différents pays, France, Belgique, Outre-mer, Suisse, Québec. On est allé voir des intervenants en leur disant, et si vous essayez comme ça, qu'est-ce que ça donne? Et on a formé des milliers de personnes maintenant à cette approche. Certains s'en sont servis spontanément, ont vraiment trouvé ça stimulant. D'autres ont utilisé la parade habituelle, on fait déjà ça depuis longtemps. Ce à quoi je réponds avec la même parade habituelle, vous êtes beaucoup trop discret. Et donc on est allé voir un petit peu comment ça pouvait servir, on a ajusté. On a ajusté au contexte, on a essayé avec des versions modifiées de l'approche et des structures différentes, on a changé le bonhomme. À un moment donné, j'ai arrêté de donner la formation, on a regardé si ça faisait un effet, puis j'étais déçu de s'apercevoir que je ne faisais pas de différence. Et ça marche, ça se développe. On est en train dans la troisième phase, c'est la phase de la démonstration scientifique. On a eu une approche un peu inverse à d'habitude. D'habitude, on fait la démonstration scientifique et on applique. Mais là, nous, on a préféré appliquer pour voir ce que ça donnait. Et sur la base du fait que ça fonctionne, on est en train de faire la démonstration scientifique. Donc, je vais vous parler, dans cette présentation, d'un modèle qui est utilisé maintenant par beaucoup de gens. Il y a des formateurs qui travaillent à temps plein là-dessus, où les gens sont initiés à l'approche et deviennent eux-mêmes des personnes ressources qui initient à l'approche, etc. C'est une approche qui respecte votre créativité, c'est-à-dire qui ne vous dit pas quoi faire, mais qui vous propose de raisonner d'une certaine manière et de vous apercevoir que ça fait des différences. Une des différences importantes, c'est que le simple fait de demander à une personne qu'est-ce qui est important pour elle ici maintenant, important pour elle ici maintenant, ça change beaucoup de choses. Dans le cadre dans lequel vous êtes, il va falloir négocier ce qui est important pour elle. C'est-à-dire, si c'est important pour elle d'aller se pinter la tête avec des bières, ce n'est pas vraiment ce que vous allez pouvoir faire pour l'aider. Par contre, dans le cadre de votre mandat, dans le cadre de ce que vous pouvez faire avec elle, qu'est-ce qui serait important pour elle? On va voir que ça sert de base. C'est valable pour les enfants, c'est valable pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous comme intervenant? Quand vous entrez dans une famille, qu'est-ce qui est important pour vous? Dans cette famille, parce que dans une autre famille, ça va être autre chose qui va être important pour vous. C'est pour ça que le ici maintenant est déterminant. Voilà, alors je vais commencer l'aspect intellectuel de la chose. Capable ensemble. C'est changer le monde au quotidien. C'est faire en sorte qu'ensemble, on parvienne à avoir une société meilleure, plus juste. Mais c'est vous donner les moyens d'agir là où vous êtes, d'être des empêcheurs de fonctionner en rond, d'être les porteurs du grain de sable dans la machine. Et en même temps de faire un boulot qui a du sens pour vous. Alors, c'est quoi capable? C'est capable au sens de la logique de l'épanouissement. Spinoza a développé un concept qui s'appelle le conatus. C'est la définition que donne Spinoza, c'est le fait de persévérer dans son être. L'idée qui est derrière, c'est que nous serions nés pour nous épanouir, pour persévérer dans notre être, et aller aussi loin qu'on puisse aller dans une vie.
mais que les gens sont pris avec des difficultés qu'ils rencontrent qui stoppent ce mouvement d'épanouissement. Lorsque ce mouvement d'épanouissement est stoppé fréquemment et très tôt, il crée un sentiment d'impuissance. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche pour nous, on se retire dans un système de vie automatique où on essaie d'éviter les surprises. L'idée de Spinoza, c'est qu'en fait, quand ce mouvement est interrompu, il y a une souffrance importante. Et cette souffrance, elle peut amener des gens à s'asseoir sur le bord du chemin et à renoncer à s'épanouir, à se considérer comme pas capable. Et la notion d'être capable ici, c'est la notion de capacité d'Amartya Sen, ce n'est pas la notion de la capacité, mais de la capacité, c'est-à-dire avoir les moyens de sa capacité. Parce que, pratiquement toujours, la question de ne pas être capable est reliée au fait de ne pas avoir les ressources structurelles et personnelles. Donc la capacité, c'est l'idée d'avoir les deux. Donc vous avez la capacité de vous inscrire à l'université, mais vous n'avez pas les ressources pour pouvoir vous y rendre, vous n'avez pas de capacité. Vous avez la capacité d'être patient avec vos enfants, mais vous n'avez pas les conditions de vie pour pouvoir l'exercer, vous n'avez pas la capacité. Donc, c'est la notion de capacité qui est importante. Et elle s'incarne par le « je peux » ici maintenant. Qu'est-ce que je peux tenter ici maintenant? Parce que c'est le seul espace où on peut tenter quelque chose. Vous ne pouvez pas agir dans le passé, vous ne pouvez pas agir dans le futur. Donc le seul espace où vous avez une action possible, c'est ici maintenant. Donc imaginez que vous travaillez avec toutes les personnes que vous accompagnez et que vous vous concentriez sur ce qui est possible ici maintenant, la conversation prendrait une autre tournure. C'est sûr que ça peut être symbolique, c'est-à-dire que ce qui est possible peut sembler très modeste. Mais ce modeste pas modeste-là, qu'on appelle le pas proximal, repose sur du solide. Et ce solide, c'est le fait qu'on ne peut pas nier une expérience. On peut nier un tas de choses, mais on ne peut pas nier qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Et là, on a un levier extraordinaire. C'est-à-dire que comme intervenant, on peut renvoyer à la personne, aux parents ou à l'enfant, tu as vécu ce que tu as vécu, oui ou non? Et là, l'enfant peut s'appuyer sur le fait qu'il a vécu ce qu'il a vécu, le parent, pour pouvoir faire le pas suivant. Agir, ce n'est pas s'agiter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller dans tous les sens, d'hyperactif, de faire 25 familles au lieu de 15, d'être partout à la fois, on n'est nulle part. Alors souvent, on nous demande de nous agiter. On nous demande des performances, des chiffres, C'est correct que les gens demandent des chiffres, ce n'est pas forcément nécessaire qu'on leur donne. Du moins, ce n'est pas forcément nécessaire qu'on leur donne sous la forme qu'ils sont attendus. Ou si on leur donne sous la forme qu'ils sont attendus, ce n'est pas forcément nécessaire qu'on leur explique ce qu'on a mis dedans. Bref, vous avez une marge de manœuvre. Et évidemment, vous êtes dans un système où on vous persuade que vous n'en avez pas de marge de manœuvre. Parce que si la moitié de la salle se mettait à maximiser sa marge de manœuvre, ça ferait un joli bordel dans le réseau. Mais en fait, on peut systématiquement utiliser sa marge de manœuvre. Donc, ça n'est pas s'agiter. Ça n'est pas être actif non plus. Vous avez la fameuse théorie qui fait que les gens seraient trop passifs. C'est l'idéologie du libre arbitre, de la volonté. S'il veut, il peut. Il n'a qu'à se bouger. Il n'a qu'à faire un effort. Ça va si loin que lorsqu'on accompagne une personne qui apparaît très passive, qui apparaît très amorphe, on a envie de la bouger, pour qu'elle bouge, pour qu'il se passe quelque chose. C'est pas du DPA, ce n'est pas du développement du pouvoir d'agir, c'est de l'agitation, de l'activisme. L'agir, c'est l'intentionnalité, c'est-à-dire je veux agir pour obtenir un but particulier, pour atteindre un objectif particulier. Et c'est ça qui va vous servir de clé, ici maintenant. C'est aussi la verticalité, c'est-à-dire c'est dans l'ici maintenant. On ne peut pas agir ailleurs que dans l'ici maintenant. Essayez d'agir demain, maintenant. J'ai eu une conversation une fois avec un monsieur qui me disait qu'il fallait changer la société. Je lui ai dit quand?
Il m'a dit, ben, tout de suite. J'ai dit, allons-y maintenant. Donc, on est dans cette verticalité, et c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça d'être dans la verticalité, parce qu'on est souvent en train d'anticiper ce qui va se passer si je fais ça, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, et qu'est-ce que j'y peux là maintenant. Donc, ça suppose un rapport à l'action modifié. L'intégrité, c'est la dignité de soi-même comme un autre, la reconnaissance. Ça, ce sont les notions qui ont été développées par Ricoeur. Ricoeur met en évidence que on a besoin de se sentir soi-même comme les autres. C'est d'être reconnu par les autres comme un égal, comme un père, P-A-I-R. Or, si on nous traite avec condescendance, si on nous traite avec commisération, si on nous traite avec un sentiment de supériorité, on nous dit qu'on n'est pas un autre, égal à nous-mêmes. On n'est pas soi-même comme un autre. On est un soi-même minimisé, un soi-même détruit, un soi-même inférieur. Alors, nous avons besoin de sentir qu'on est nous-mêmes comme les autres, qu'on a la même dignité, la même valeur de base. C'est un élément essentiel pour continuer son chemin vers l'épanouissement. Donc tout ça, ça nous amène à la définition que donne Ricoeur de la souffrance. La souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi. Ce qui est important dans cette phrase, c'est la question de la capacité d'agir reliée à une atteinte à l'intégrité de soi. C'est-à-dire le fait de pouvoir agir est essentiel à notre épanouissement. Donc toutes les situations d'impuissance dans lesquelles on est, nous-mêmes comme intervenants, ou les personnes qu'on accompagne, sont des sources de souffrance. Et lorsque ces sentiments d'impuissance se répandent dans différentes sphères de notre vie, il y a une forme d'autodestruction qui s'enclenche. Un des aspects de ça, c'est ce que Castel appelle la désaffiliation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la vie qui se réduit comme une peau de chagrin, qu'on la routinise, et on n'en sort pas. Et la marge de manœuvre, la souplesse, la capacité à accepter le nouveau, l'imprévu, diminue énormément. Donc, c'est une des souffrances importantes parce que si je ne suis pas capable de faire quelque chose pour changer, qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il se passe quelque chose. Et là, il y a un gentil animateur ou un gentil éducateur qui me dit « Quels sont tes projets pour dans 5 ans ?» Qu'est-ce que vous voulez que ce soit comme projet dans 5 ans? Je ne sais même pas ce que je vais devenir demain. Donc la souffrance dans la capacité d'agir est un levier fondamental. C'est-à-dire que si on arrive à restaurer le rapport à l'action, si on arrive à réparer, non pas au sens d'une carence, mais au sens de remettre en mouvement la capacité à réussir, on réenclenche quelque chose qui a une puissance phénoménale. On a constaté dans les accompagnements qu'on fait que lorsqu'on arrive à faire le premier pas proximal, qu'on appelle le pas proximal, c'est le plus grand pas possible, dans la direction de ce qui est important pour la personne, ses proches ou la communauté à laquelle il s'identifie, ça charge une énergie puissante qui va donner envie de faire un pas suivant. Et on a constaté que ça prenait une accélération exponentielle, jusqu'à une certaine ivresse. Les personnes ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui va leur résister. Et comme je dis souvent, ce n'est pas parce qu'on a du pouvoir d'un seul coup qu'on sait comment s'en servir, ce qui donne des fois des excès. Et la vie corrige. Et ne bouge plus. Ça ne marche plus. Ah, ça y est. L'attestation de soi, ça n'est pas, comme il était suggéré tout à l'heure, une question de l'hypervalorisation individuelle. Parce qu'un des espaces les plus épanouissants pour l'attestation de soi, c'est le collectif. C'est l'agir ensemble.
Mais la attestation de soi, elle passe par l'action. C'est-à-dire, pour que je me reconnaisse comme un autre, que j'ai l'impression d'avoir autant de valeur que les autres, il faut que mon action soit reconnue comme valable. Et l'avantage du collectif, c'est que ça nous permet de participer à l'action et de diminuer le risque d'échec, qui au départ est très important. Donc j'ai une valeur majeure de reconnaissance à mes propres yeux. Je me reconnais comme une personne valable. Aux yeux de l'autre, l'autre me dit que je suis une personne valable. Et aux yeux du tiers absent, c'est-à-dire la société qui me dit que je suis un citoyen normal, pas un danger potentiel. À mes propres yeux, ça me donne un sentiment d'efficacité personnelle et collective. J'ai l'impression que je suis capable de me lancer dans des choses et de réussir. Aux yeux des autres, ça me permet une intégration et une insertion. Je suis accueilli, on me fait une place, on me permet de me développer. Et ça me donne un statut social aux yeux du tiers absent. Ça me permet aussi, sur le plan développemental, d'avoir un rapport au monde très clair. C'est-à-dire que je sais où est la notion de moi et non moi. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors de moi. Et ça me sert à me définir. Où je commence, où je finis, quelles sont mes caractéristiques, etc. Et quand cette frontière est abîmée, l'axiome développemental de Piaget, c'est-à-dire cette idée qu'on procède par apprentissage, accommodation, assimilation, est perturbée. Et je ne sais plus qu'est-ce que je suis capable, je ne sais plus qui je suis, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui est de l'ordre de mon initiative, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'environnement. Il y a une confusion qui s'installe. L'avantage aussi de l'action, c'est que me donne une rétroaction concrète. Il y a un jeune homme qui est SDF, enfin, il n'est plus maintenant, mais qui était SDF, qui a fait un témoignage de l'accompagnement qu'il a reçu en DPA. Et il disait, moi quand les gens me disaient, les travailleurs sociaux me disaient, t'es capable, ça me mettait en colère. Je leur disais, mais t'es qui toi pour savoir si je suis capable? Je suis capable, il ne suffit pas de le dire, il faut que je le voie, il faut que je le constate, il faut que je l'éprouve. Et ça peut se faire que par l'action. Donc parler l'action, parler le changement, ça n'est pas changer, ça n'est pas agir. Il faut créer les situations où le changement se déroule. Et là, quand j'agis sur le monde, il y a un résultat, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si quelqu'un est à côté de moi pour me dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça va marcher, je peux essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, même une action collective. Par contre, si je n'ai pas de point de repère et que j'ai l'impression que mes tentatives d'action sur le monde n'ont pas de rétroaction claire, je suis dans la souffrance de l'impuissance. Oui. Vox Populi. Vous avez 10 minutes. 10 minutes. Bon, on a récupéré 10 minutes. Vous voyez, vous avez un pouvoir d'agir. Voilà un beau pouvoir d'agir. Sortir de l'impuissance, c'est vraiment l'objectif de cette approche. Sortir collectivement de l'impuissance, sortir individuellement de l'impuissance et ne pas opposer les deux. S'épanouir en agissant. Développer le bien commun par le libre arbitre. Cesser cette distinction où on voudrait qu'il y ait la bonne façon de faire, l'hypothèse de carence, on répare les gens, ou la bonne façon de changer les choses, l'hypothèse du grand soir, où on va attendre que les choses changent radicalement avant de modifier les pratiques. Ce qui est proposé ici, c'est du changement structurel, du changement personnel, simultanément, là où c'est possible, là où c'est nécessaire, par les gens pour qui ça fait sens. Il n'y a pas de prêt-à-penser, on ne vous dit pas comment penser la société. Par contre, vous avez des marges de manœuvre, des façons de faire, des façons de voir, qui vous donnent des idées concrètes sur ce qui est possible chez vous, ici, maintenant, avec le milieu dans lequel vous êtes et le collectif avec lequel vous appartenez. C'est donc retrouvé pris sur le cours des événements par le renouvellement du rapport à l'action. C'est vraiment agir avec succès sur des choses importantes pour nous. C'est vraiment la clé. Collectivement, si c'est un collectif ou pas.
Mais pas n'importe quelle action, celle qui est ancrée sur ce qui est important ici et maintenant pour les personnes accompagnées. Vous êtes dans un métier où on vous donne des mandats avec des objectifs. Des objectifs de productivité, généralement. On s'attend à ce que vous fassiez tant de familles par mois, ou tant de visites par mois. On se préoccupe un peu de ce que vous faites pendant ces visites. Mais l'essentiel, c'est la rentabilité, la productivité. C'est un problème qui n'est pas un problème de personne. C'est une question de position. On est dans une société jacobiniste qui fait en sorte que ce sont que ceux qui ont le plus de recul, le plus d'éloignement du terrain, qui ont le plus de pouvoir. Et c'est ceux qui sont le mieux occupés par le terrain qui ont le moins de prérogatives. Ça repose sur l'idée assez fondamentale des sociétés modernes que plus on a du recul, plus on voit juste. Moins on a du recul, plus on est subjectif. Je regarde les gens qui ont beaucoup de recul et je les trouve pas très objectifs. Remarquez, ça ne me dérange pas parce que l'objectivité n'existe pas. Mais disons qu'ils ont une préférence pour leur subjectivité par rapport à la vôtre qui pose problème en termes de fonctionnement. L'idée, c'est de créer la situation pour que ce développement de pouvoir d'agir se manifeste. Alors, il faut bien sûr créer les conditions, mais ce n'est pas vous qui développez le pouvoir d'agir. Quand vous dites « je développe le pouvoir d'agir des gens avec qui je travaille », vous rêvez. Le pouvoir d'agir se développe lorsqu'on crée les conditions. C'est comme les légumes. Le jardinier ne fait pas pousser les légumes. Il crée les conditions pour que les légumes poussent. J'ai jamais vu un jardinier couché sous la carotte pour que... Donc il faut créer les conditions. Alors c'est pour ça qu'on a une définition qui dit un processus par lequel les personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s'identifient. C'est une vraie révolution. Parce que ça n'est pas ce que les gens ont besoin. Définir ce que les gens ont besoin, c'est se mettre dans une position de définir de façon unilatérale le besoin des autres. Ce n'est pas ce que la société désire, parce que définir ce que la société désire, c'est répondre à des préoccupations qui ne sont pas d'ordre de l'accompagnement. C'est véritablement partir de ce qui est important dans la situation pour eux. Même dans les situations les plus tendues, les plus difficiles, les plus violentes. Ici, maintenant, qu'est-ce qui est important? Pour l'enfant, pour les parents, pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a de négociable? Qu'est-ce qu'il y a comme espace commun qu'on peut utiliser pour faire un premier pas proximal? Le premier pas proximal, c'est pas compliqué, c'est... Si je suis avec une entorse lombaire, que je suis un bon exemple, je ne ferai pas un grand pas, je vais me casser la gueule. Donc je vais faire un pas, mais je peux faire un pas plus grand que ça. Donc je vais faire le plus grand pas possible, et ça va me permettre d'avancer dans le succès. Ce plus grand pas possible, il est très délicat à mettre au point, parce que c'est dans le contexte dans lequel on se trouve, qu'est-ce qui est possible, quel est le plus grand pas possible, et ça réfère à la fois au structurel et au personnel. Quel est le plus grand pas possible, étant donné la situation, le contexte, les institutions, la politique, le temps qu'il fait, etc. Et étant donné où en est la personne, ce qu'elle peut obtenir, quel est mon mandat, etc. C'est un instant, ici maintenant, où il y a un espace d'action qu'il faut essayer de faire émerger de l'ensemble des conditions structurelles et personnelles. Ensemble, quand on passe par le collectif, le pouvoir de contribuer me donne le sentiment du possible, de co-réaliser des changements, je participe aux changements, de partager l'imputabilité. L'imputabilité, c'est important, c'est un concept que Ricoeur a mis en évidence aussi, qui montre que si vous ne me considérez pas comme responsable de mes actes, vous ne me considérez pas comme un autre, comme moi-même comme un autre. Vous devez vous adresser à moi comme étant responsable de mes actes. Responsable, ça veut dire chargé de la réponse. C'est-à-dire que dans cette situation-là, la réponse est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça n'est pas responsabiliser la personne de la cause du problème. C'est créer les conditions pour qu'elle puisse y apporter une réponse.
Séparément, c'est réunir à nouveau les conditions du passage à l'action. Donc, c'est lorsque je fais un accompagnement individuel, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider la personne à passer à l'action sur ce qui est important pour elle. Restaurer son sentiment d'efficacité personnelle. Il me reste 5 minutes. Je ne résiste pas à vous donner un exemple que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai vécu il y a plusieurs années. Une jeune fille de 12 ans se retrouvait avec des parents séparés et le père était très agressif. Il envoyait des lettres dans le sac des enfants. Chaque fois que la maman recevait les enfants de venir chez son père, elle avait droit à des lettres. Et des lettres qui n'étaient pas d'une grande objectivité. Puis, ils se sont mis à utiliser la jeune fille comme messager. Tu diras à ta mère que, tu diras à ton père que. Et la jeune fille commençait à perdre les pédales un peu. Elle était dans un milieu privilégié, c'était pas une enfant qui avait assumé beaucoup d'échecs, mais là, elle était perturbée. Et en regardant ce qui était possible ici maintenant, on s'est aperçu qu'il n'était pas possible qu'elle se révolte trop ouvertement. Les parents n'auraient pas été capables de gérer ça. Elle a trouvé la stratégie de dire à ses parents « Je suis une enfant, vous êtes les parents. Je ne veux pas avoir à me mêler de vos affaires. Je ne veux pas que vous me mêliez à vos affaires. » C'est ça le pouvoir d'agir. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui lui posait un problème ici maintenant. Elle a trouvé une réponse à ce problème ici maintenant. Ça n'a pas réglé la relation entre le père et la mère. Ça n'a pas amélioré forcément les difficultés qu'avait l'enfant dans d'autres aspects de la relation de ses parents. Mais ça, elle s'est débarrassée de ça, et ça, c'était important. Je n'aurai pas le temps de vous parler du modèle. Je vais simplement vous le décrire. On part du principe qu'il y a deux choses à vérifier. La première chose, c'est quel est le problème, ici maintenant. Et pour pouvoir savoir quel est le problème, maintenant, il faut l'expérimenter. Ce qui fait que la formation qu'on donne, c'est une formation où vous passez à vous-même à travers un mouvement de pouvoir d'agir. Et on part avec la phrase sibylline suivante. Identifiez un irritant récurrent dans votre quotidien. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Mais ça vous permet de passer par l'expérience. Donc on définit le problème. Ensuite, on va utiliser 4 axes. Quatre axes qui reposent sur 4 socles théoriques différents. La théorie de la justice, des problèmes sociaux, la capacité dont je vais parler. La théorie de l'action, le phénomène herméneutique. La participation, la fameuse participation. Qu'est-ce qui fait que je m'implique? Qu'est-ce qui fait que je me mets en action? Quel sens je donne à ce que je vis comme expérience? La théorie du changement, le pragmatisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est possible ici maintenant? Qu'est-ce qu'on peut tenter concrètement? On en arrive toujours à ça dans le DPA. Pi, comme disent les Québécois. Pi, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de possible? Qu'est-ce qu'on peut tenter? Ou qu'est-ce que vous faites? Sur quoi vous voulez travailler? Et les théories cognitives qui montrent qu'il y a, dans l'apprentissage expérientiel, une puissance de conscientisation, mais pas au sens politique du terme. Au sens que l'action me fait prendre conscience que. Mais ça amène à la prise de conscience politique. C'est-à-dire que si je me rends compte que si j'ai ce problème-là, mon voisin a le même, et que tous les gens de l'immeuble ont le même, c'est qu'il y a un problème avec l'immeuble. Donc ça va m'amener à une action collective. S'il y a des problèmes avec l'immeuble, c'est parce que la mairie ne finance pas correctement. Ça va m'amener à une autre action collective. Si la mairie ne finance pas, c'est parce qu'elle n'est pas financée par la région, et ainsi de suite. Et on peut, avec le temps, mener des grandes actions collectives. Donc ça n'empêche pas le changement collectif, ça n'empêche pas le fait de vouloir changer le monde, mais étape par étape, en commençant ici maintenant. Pour faire simple, on prend les phrases en bleu. Les 4 axes nous amènent à nous poser des questions stratégiques. Qui veut quoi? Pour qui et pourquoi? Qui veut qui change quoi? Pour qui et pourquoi? Et je suppose que dans votre cas de travail, cette petite phrase-là aurait l'abondance de réflexion. Parce que celui qui veut changer n'est pas celui qui doit changer. Et les raisons pour lesquelles on veut qu'il change ne sont pas forcément les mêmes que les siennes.
Qu'en pensent les personnes concernées? Ça, c'est une innovation très importante. Je finis. Une innovation très importante, c'est-à-dire qu'on part du principe que les personnes concernées sont les personnes qui vivent avec les conséquences des situations au quotidien. Les personnes impliquées sont celles qui participent à la résolution de la situation, mais qui n'en vivent pas les conséquences. Dans cette approche, on considère que ne pas tenir compte des personnes concernées, c'est aller à l'échec. On a besoin du point de vue des personnes concernées parce que c'est curieux, mais le fait de vivre avec les conséquences change le point de vue. Et on a beau être un expert en intervention sociale, il y a toutes sortes d'angles de vue qu'on n'anticipera pas. Ensuite, la prise en compte des contextes d'application. C'est dans un modèle qui considère que le seul endroit où on peut agir, c'est ici maintenant, donc il y a un contexte. Et si on a fait un contrat avec des parents au début du mois de février et qu'au mois de mars, ça ne marche plus, c'est parce qu'il s'est passé des choses entre-temps qui ont changé la donne. Souvent, on nous enseigne que les parents sont déficients parce qu'ils ne sont pas constants. Alors en fait, ils sont simplement pris par le tourment de la vie, le tourbillon de la vie. Et dans cette approche, on dit partez de ce qui est ici maintenant. Si ce n'est pas la même chose que ce qu'il y avait la semaine dernière, ce n'est pas grave. Le seul socle sur lequel la personne peut avancer, c'est l'ici maintenant. Et l'introduction d'une démarche d'action conscientisante, qu'est-ce qui a été tenté et quel enseignement on en tire? C'est une approche qui revient régulièrement sur les résultats de l'action et qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on apprend ensemble. Là, je vais passer tout ça. Il ne veut pas aller en arrière. Non, il ne veut pas aller en arrière. Bon, je voulais vous présenter les 4 bouquins qu'on a sortis. Oui, la flèche rouge. Allez-y. Je crains que ça ne marche pas. On arrive au même constat. La technique est contre. Ah d'accord, c'est bon. Ah oui, alors là, il faut repartir. Il ne faut pas que j'aille trop vite. Allez-y, allez-y, on va jusqu'à la dernière. Là, on ralentit, stop. On recommence. Regardez. On va y arriver. Là, je touche à rien, c'est pas moi. Là. Alors, on est en train de travailler sur le 3e tome de Sortir de l'impuissance. Le premier, c'est sur la théorie. Le 2e, sur la pratique. Et on est le 3e sur la validation. Le petit vert, c'est un petit livre qui résume, avec une bande dessinée, l'ensemble des principes de cette approche. Et le petit livre jaune, qui est sorti il y a un an et demi, essaie de répondre à la question comment est-ce qu'on fait pour composer avec les émotions que génère cette approche. Parce que c'est une approche qui nécessite l'ouverture du cœur. Et quelquefois, le cœur refuse de s'ouvrir. Donc il faut à la fois avoir un cadre conceptuel important, mais s'ouvrir. Et donc on a fait un petit manuel sur le accueillir sans recueillir. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Vous avez une capacité d'agir redoutable. Est-ce qu'il y a des questions d'abord dans la salle? Manifestement, il n'y a pas de questions SMS, d'après ce qu'on m'a transmis comme information. Alors, qui veut intervenir dans la salle? Tout en haut. Ah non, tout en haut, c'est pas vous. Le temps que les gens formulent leurs questions, j'ai un petit dessin, si vous voulez. Très bien.
Allez, c'est parti. Ça arrive, ça arrive. Voilà, c'est tout. Bonjour, je suis tout en haut. Caroline Janard, inspectrice enfance au département de la Gironde. J'ai une question sur le DPA des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots, nous en dire quelque chose, s'il vous plaît? L'important, c'est le pouvoir de se nommer. Que les enfants puissent se dire avec leurs mots. Qu'ils puissent aussi ne pas nommer. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pression pour qu'ils puissent... ils soient obligés d'exprimer ce qu'ils ne parviennent pas à exprimer. Mais je crois que le plus important, c'est l'éducation au rapport à l'action. C'est-à-dire faire en sorte que l'enfant vive des succès, qu'il en prenne conscience. Et ça, j'ai réussi ça. Et c'est pas... je ne peux pas le nier. C'est très solide. Ça permet à un enfant de se construire en disant « j'ai quand même réussi ça ». Et ça, on ne peut pas le nier. Je me souviens d'un adolescent qui avait passé une entrevue d'emploi et qui avait échoué et qui disait « je suis bon à rien ». Et la question qu'on lui posait, c'est « est-ce que tu es allé à l'entrevue d'emploi ?» Oui. Tu étais à l'heure? Oui. Tu étais habillé correctement? Oui. Tu as pris l'autobus? On a décliné l'ensemble des compétences qu'il avait et il a été placé dans une situation où il a vu qu'il avait fait des pas. Que ce n'était pas j'ai l'emploi ou j'ai pas l'emploi. Et que ces pas-là, c'était les premiers pas d'une démarche plus précise. On est beaucoup versé sur les compétences. J'ai eu l'occasion de travailler avec un auditoire. Il y avait un monsieur qui était proviseur de lycée qui me disait que son problème de pouvoir d'agir, c'est qu'il n'arrivait pas à virer un étudiant qui était délinquant. Et on a utilisé le langage des compétences, c'est-à-dire qu'on a posé la question qu'est-ce qui pose problème avec l'étudiant? Alors il vendait de la drogue, il organisait des risques dans la classe sans jamais être impliqué, il avait un rôle de caïd. Et on a simplement retourné la question dans l'autre sens. On a dit s'il vend de la drogue, c'est qu'il sait compter. S'il n'arrive à jamais se faire piquer dans les risques, c'est qu'il est malin, il est stratégique. Qu'est-ce qui se passerait si on mettait ses compétences au service de son développement? Qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à faire en sorte qu'il s'appuie là-dessus, il voit la compétence qu'il a développée et qu'il s'en serve à des fins plus productives? Donc, le DPA d'un enfant, c'est avant tout la consolidation du rapport à l'action. Qu'est-ce que j'ai tenté? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une autre question? Dernière. Manifestement non. Si, ah! J'arrive. Donc toute dernière question. Ça marche? Oui. Oui, Fadela Ingray, je suis responsable territoriale enfance-famille au département de l'Hérault. Et je voulais déjà vous dire à quel point votre exposé est vraiment très, très intéressant. Vraiment, merci. Alors, chez moi, il soulève de nombreuses questions. J'en poserai une. Malheureusement, je ne peux pas... Ça se bouscule beaucoup dans ma tête. Mais je vous poserai une seule question, parce que pour moi, c'est celle qui a le plus d'importance pour moi aujourd'hui. C'est la question de la perte de sens du travail social chez les travailleurs sociaux. J'ai travaillé dans de nombreux départements
j'ai toujours été très impressionnée par l'implication des travailleurs sociaux auprès des familles, des enfants, et vraiment à quel point ils aiment ce qu'ils font. Et paradoxalement, je trouve, ces dernières années, que les travailleurs sociaux baissent les bras face à des paradoxes, à des injonctions, à des politiques qui les mettent à mal. Et je trouve ça redoutable par rapport aux enfants, aux parents. Comment peut-on faire? Quelles solutions, quels outils pour que les travailleurs sociaux puissent prendre soin d'eux et pour pouvoir, à ce moment-là, pouvoir accompagner les enfants, les mineurs, les familles. Aujourd'hui, c'est ce qui me questionne. C'est comment les aider, comment nous aider, nous soutenir et nous apporter des moyens, vraiment, qui puissent faire en sorte qu'on tienne, voilà, qu'on arrive à tenir. Et pour qu'on puisse continuer à faire ces très belles missions d'accompagnement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Dans l'approche du PA, on parle du principe qu'il ne s'agit pas de s'adapter, mais de s'affranchir. S'affranchir, ça veut dire passer au-delà de l'obstacle, contourner l'obstacle, détruire l'obstacle, ou ne plus le considérer comme un obstacle. Le sens, il va être question du sentiment d'avancer sur ce qui est important pour soi, comme intervenant. Ils n'ont pas renoncé, ils sont simplement épuisés de tenter d'assumer le rôle de sauveur qu'on leur a enseigné dans les écoles traditionnelles, qu'ils ne peuvent pas assumer maintenant parce qu'on n'a plus les moyens, parce que les structures sont faites différemment, parce que la gestion est centrée sur l'efficacité à court terme. Et ils s'épuisent comme dans le mythe de Sisyphe à remonter la boule au sommet et puis ils redescendent tout le temps. Donc la chose qu'on peut faire, c'est de regarder les postures, les différentes postures. On en a identifié 4. La posture du policier, qui est chargé de contrôler le bon usage des services. La posture du sauveur, la posture du militant et la posture du passeur. Et ces 4 hypothèses-là, les postures-là nous traversent. Mais si on s'installe durablement dans la posture du passeur, on est dans la position de quelqu'un qui accueille des enfants ou des parents en difficulté sans leur demander d'où ils viennent et qui les aide à passer un passage difficile sans leur demander où ils vont. Et ils n'ont pas de compte à rendre, ils sont là comme des facilitateurs. Ce qu'on pourrait faire dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est faire en sorte que l'équipe trouve une cible commune, consensuelle, sur laquelle elle aimerait avoir un impact à court terme et qu'elle expérimente un succès collectif. Ça dégagerait un peu d'énergie. Mais ce qui est clair, puis je vais terminer là-dessus, c'est que vous possédez un potentiel de changement extraordinairement puissant. Si chacun d'entre vous, dans les position où vous êtes, vous vous contentiez simplement de regarder toutes les marges de manœuvre que vous pourriez utiliser et que vous n'utilisez pas, parce qu'on vous a persuadé que vous ne les aviez pas, on ferait bouger les pratiques sociales dans la société de façon significative. C'est une invitation. Merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur Le Bossé reste pendant toute la durée des assises et il sera tout à fait disposé à discuter avec vous au hasard d'une rencontre dans les couloirs. Voilà. Merci.